on est parti sur les événements et la problématique de l'acceptabilité sociale pour les événements, qui est plus d'actualité, hein, puisque on est au cœur de cette problématique avec l'exemple de Paris 2024, forcément dont vous avez entendu parler, le projet Alpes 2030, vous avez peut-être aussi entendu parler, les championnats du monde de cyclisme 2027 en Haute-Savoie, dont vous allez entendre parler, si ce n'est pas encore le cas. On a aussi un événement local, si on sort du monde sportif, qui est Tomorrowland à l'Alpe d'Huez, dont on entend aussi parler en termes d'acceptabilité sociale. Voilà, donc là, on est aussi un petit peu, de la même manière que pour le tourisme, au cœur des préoccupations des différents acteurs. Voilà. Et l'augmentation des résistances, alors qu'elles soient justifiées ou non, mais en tout cas, elles sont là, on les observe. Les réseaux sociaux aussi font que finalement, elles sont de plus en plus mises en avant, mais il y a aussi beaucoup de création de collectifs. Voilà, donc l'idée de cette table ronde, c'est de voir, c'est que vu que le secteur d'événementiel, il va être confronté de plein fouet, eh bien, c'est de voir dans quelle mesure les acteurs de l'événementiel développent des stratégies. Voilà, pour ça. Et donc, on a 4 intervenants. Alors là, vous avez vu, il n'y en a que 3 à côté de moi. Mais notre deuxième Québécois de la journée, ou franco-québécois pour le coup, a été retenu, devait être là cette semaine. Et comme il n'y a pas de train entre Montréal et Grenoble, pas encore, voilà, on ne l'a pas fait venir. Voilà, donc, mais il sera là présent en visio tout à l'heure pour nous expliquer, déjà avec une vidéo et après en visio pour répondre à vos questions. Donc voilà, on va attaquer directement avec. Alors, je présenterai au fur et à mesure les différents intervenants que vous avez au tableau. On commence par notre universitaire du jour, en la personne de Nicolas Chanava, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, mes remerciements tout d'abord à toi Nico pour cette invitation et plus globalement à toutes les parties prenantes qui ont permis la mise en place de cette belle conférence. Je suis vraiment ravi de participer à cette 5e édition de Sharing for the Future. Alors j'ai bien compris qu'il y avait un sujet de timing, donc on est parti pour 45 minutes de présentation en ce qui me concerne. Non, je plaisante. J'ai tout écrit pour être sûr d'aller à l'essentiel et de pouvoir rester dans les clous, Nico, c'est promis. Alors, force est de constater que la ferveur autour des grands événements internationaux ne se dément pas. C'est le cas de la dernière Coupe du Monde de football de la FIFA, qui a pourtant pu être considérée par certains comme une catastrophe humaine et environnementale. Cet événement a d'ailleurs suscité, vous le savez, de vives critiques, choix du pays d'accueil, droits humains, impact écologique, environnemental. Et pour autant, les fans du monde entier se sont avérés être au rendez-vous une nouvelle fois, comme en témoigne l'engouement autour de la photo de Lionel Messi, soulevant le trophée du vainqueur, liké par plus de 74 millions de personnes sur Instagram. C'est un record absolu. Alors, en dépit de cet engouement, on observe une intensification des contestations sociales autour de grands projets événementiels. C'est le cas des Jeux asiatiques d'hiver de 2029 que l'Arabie saoudite accueillera dans une ville futuriste en construction dans le désert dont le coût est estimé à 500 milliards de dollars. Une décision prise par le Conseil olympique d'Asie en octobre 2022 qui suscite depuis de vives réactions en raison des conséquences environnementales et sociales qu'elle laisse présager. Alors ces contestations se nourrissent de l'importance des enjeux environnementaux et sociaux de notre société actuelle, et c'est dans ce contexte que les organisations, les entreprises, les marques de manière générale renforcent leur engagement sociétal, leur prise de position et leurs actions volontaires afin de répondre à l'ensemble de ces enjeux. C'est ainsi que la question de la durabilité fédère aujourd'hui une majorité d'acteurs de la sphère olympique et sportive. Alors dans ce cadre, l'assentiment des acteurs sociaux devient une condition essentielle à la réalisation de grands projets événementiels, hissant ainsi l'acceptabilité sociale au rang des priorités, à la fois dans les argumentaires, mais aussi dans les projets des acteurs. Et ces premiers éléments nous amènent logiquement à nous questionner sur les enjeux et les perspectives en matière d'acceptabilité sociale des grands événements sportifs internationaux.
Alors dans cette perspective, l'objectif de cette courte présentation, il est triple. Dans un premier temps, l'idée de mieux cerner la notion d'acceptabilité sociale sur le plan scientifique, même si Nico a déjà donné un certain nombre d'éléments en début de conférence, d'examiner la revue de la littérature, qu'est-ce que disent les chercheurs concrètement à travers des études scientifiques sur l'acceptabilité sociale des grands projets événementiels, notamment sportifs, et puis l'idée de proposer un certain nombre de pistes de réflexion pour échanger avec vous sur de futures recherches et recommandations autour de projets événementiels sportifs notamment. Je ne reviens donc pas sur les éléments de définition qui ont été présentés par Nico tout à l'heure. En revanche, ça me semble intéressant et important de revenir sur 2 points liés aux éléments de définition. D'une part, l'acceptabilité n'est pas une question d'intérêt individuel. Elle se fonde sur la défense de valeurs socialement construites. Et deuxième point important, elle participe à des dynamiques sociales qui sont susceptibles de modifier ce jugement d'acceptabilité. Elle n'est donc pas figée, elle peut évoluer au fil du temps. Aussi, si le dialogue n'est pas une garantie d'acceptabilité sociale, l'ensemble des éléments de la revue de littérature estime que la mise en place de processus participatifs le plus en amont possible du projet constitue une condition de l'acceptabilité sociale. C'est pourquoi la réussite à long terme d'un projet de grande ampleur semble dépendre de son acceptabilité sociale qui repose sur la consultation et le dialogue avec les populations. Cette consultation et ce dialogue entre les acteurs s'avèrent aujourd'hui cruciaux et les récents travaux de Bardet et Coulibaly, spécifiquement sur la thématique de l'événementiel sportif international, mettent en évidence 3 éléments clés: le dialogue entre les acteurs locaux, une communication à l'égard des publics et également l'instauration d'une gouvernance partagée, une thématique sur laquelle on reviendra, j'imagine, lors des échanges. Pour ce faire, l'engagement des acteurs semble devoir passer par la norme et également par la notion de confiance. Cet engagement passe par la nécessité pour les organisateurs de relever les défis sociaux et environnementaux actuels en intégrant les acteurs qui les entourent. D'ailleurs, les défis des acteurs du système olympique et sportif, traités dans le cadre d'ailleurs d'un ouvrage préfacé par Thomas Barr, président du CIO, sont multiples, sont riches et variés. Vous les retrouvez ici à l'écran: enjeux politiques, éthiques, protection de la marque olympique, question d'héritage, mais également dérives financières, notions de gouvernance, de financement, etc., de durabilité. C'est ainsi que les acteurs du système olympique et sportif doivent se différencier, innover au service de l'expérience client et des partenaires économiques et sociaux. Et comme le suggèrent les travaux de Nico Didri au sujet de la mise en place de fan zones avec expérience digitale dans les pays des consommateurs étrangers de grands événements internationaux, dans le but de limiter le déplacement des fans. On observe également un foisonnement de référentiels censés faciliter le dialogue entre les acteurs de l'événementiel. Par exemple, la norme ISO 20121 a pour vocation d'aider les organisateurs à intégrer de manière transparente les principes de la durabilité dans toutes les facettes de la planification et du déroulement de leurs événements, impacts sociaux, économiques ou encore environnementaux. Alors notre travail nous conduit à un certain nombre de pistes. D'une part, mieux évaluer la perception des acteurs via la mesure précise. Ça fait écho aux échanges qu'on a eus avec le sociologue qui a pris la parole en début de conférence. Comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer un certain nombre de perceptions précises de la légitimité sociale, la crédibilité, encore la confiance perçue, et puis également l'idée de mieux cerner aussi les degrés d'acceptabilité sociale du rejet à une gestion conjointe du projet. Je sais que je vais me faire gronder, mais merci pour votre attention. Merci Nicolas. Je suis très heureux d'accueillir Benjamin Brun. Alors c'est un nom qui ne vous parle pas, mais si je vous parle de Tony Estanguet, ça vous parle. Et bien en fait, quand Tony Estanguet marche, il y a son ombre. Et son ombre, c'est Benjamin Brun. Benjamin Brun, c'est le conseiller au président de Paris 2024 depuis combien de temps? 7 ans ou 10 ans. Depuis 10 ans. Celui qui gère tous les dossiers de fond, qui écrit les discours, qui a les présentations de Tony Estanguet, ben voilà, il est devant vous aujourd'hui. Donc, je suis très content qu'il soit là et je suis très content qu'il vienne partager finalement l'expérience. Donc, l'idée de la présentation de Benjamin, c'est un retour d'expérience sur Paris 2024 et quelles stratégies ils ont mis en place pour
pour gérer cette problématique d'acceptabilité sociale. Allez, à toi, c'est parti. Merci beaucoup Nico, merci à tous et merci pour l'invitation. Dans le prolongement de ce que Nicolas vient de dire, quand on parle d'acceptabilité sociale des grands événements sportifs, il y a un point qu'il faut avoir en tête, c'est la question de la médiatisation qui agit comme un miroir grossissant. Parce que s'il y a une dérive, elle est tout de suite très visible et du coup ça appelle forcément à une forme d'exemplarité de la part des grands événements sportifs. On peut le voir comme une contrainte parce que ça rajoute de la complexité organisationnelle, mais c'est aussi une opportunité de développer des solutions nouvelles et de créer les conditions pour des événements plus responsables. Alors moi, comme Nicolas dit, je ne suis pas spécialiste des grands événements dans l'absolu. Par contre, j'ai travaillé pendant presque 10 ans sur Paris 2024, donc je peux vous partager ce retour d'expérience là et ce qu'on a mis en place pour essayer de maximiser l'acceptabilité sociale dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Alors pour nous, il y avait 3 grands principes qu'on voulait vraiment se donner et respecter. Le premier, c'était la question du budget et de préserver l'équilibre budgétaire. Parce qu'on sait que c'est une dérive très fréquente dans le cas des grands événements sportifs. Ça fait partie des questions qui sont régulièrement remises en cause. Donc pour nous, il y avait vraiment cet enjeu-là de tenir le budget, et plus encore que de tenir le budget, de préserver cet équilibre entre recettes et dépenses. Et pour ça, on a notamment, on pourra y revenir après dans l'échange, mais pris une décision très forte et très structurante dès le départ, qui était de dire on ne construit quasiment rien, et on avait 95% d'installations existantes et temporaires. Le deuxième point qui pour nous était très important, c'était de livrer de la manière la plus responsable possible. Quand on organise un événement de la taille des Jeux, forcément on a un impact, et cet impact il peut être soit négatif, auquel cas l'objectif c'est de le réduire au maximum. En matière d'émissions carbone, on a beaucoup parlé de durabilité sur la table ronde précédente, on s'est attaché à diviser par 2 les émissions carbone par rapport aux éditions passées des Jeux et à les compenser intégralement. Et cet impact, il peut dans certains cas être positif, auquel cas l'enjeu c'est de réussir à le cibler vers les bons bénéficiaires. Je vous donne un exemple sur la partie économique. On a essayé au maximum de faire en sorte que les marchés liés aux Jeux, il y en avait pour plus de 4,5 milliards d'euros, bénéficient en priorité à des entreprises françaises et notamment à des TPE-PME. Donc ça, c'est sur la partie livraison, ce qu'on est tenu de faire en tant qu'organisateur. Et après, il y a ce qu'on peut faire en plus, et c'est ce qu'on appelait, nous, défendre des engagements, où l'idée, c'était de se dire, on peut aussi, avec la plateforme que représentent les Jeux, avoir un impact sur des sujets sociétaux, un impact positif et contribuer à faire bouger les lignes. Et sur différents sujets, par exemple la Seine-Saint-Denis, qui au moment où on a commencé le projet était le département le plus pauvre de France et le plus carencé en équipements sportifs, on s'est dit on va essayer de concentrer tous les équipements sportifs construits sur ce territoire. Au final, il y en a eu plus de 80% pour que les Jeux aient un effet accélérateur. Sur le sujet de la parité, on a organisé les premiers Jeux olympiques strictement paritaires au niveau des athlètes. Et sur le sujet de l'inclusion, avec ce qui a été mis en place autour des Jeux paralympiques, pour que les Jeux paralympiques soient aussi l'occasion d'accompagner la transformation de la société pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est nos 3 grands principes. Ils ont été accompagnés d'une méthode qui a vraiment été le fil rouge pour nous, qui était celle de l'ouverture, parce que l'acceptabilité sociale, elle ne se décrète pas, et c'est ce que Nicolas vient d'expliquer très bien, elle se construit, et pour nous, l'enjeu, c'était de réussir à la construire en associant le plus largement, en construisant le projet le plus participatif possible. Donc ça s'est décliné de plein de manières différentes. On a développé une charte sociale avec les syndicats et le patronat. On a collaboré avec une multitude d'associations. On a aussi développé ce qu'on a appelé des dispositifs d'engagement qui étaient inédits à l'échelle des Jeux. Pour les collectivités qui n'étaient pas collectivités hautes, on a créé ce label Terre de Jeux 2024 pour leur permettre de quand même pouvoir organiser des animations, de participer à l'aventure olympique et paralympique. Et pour le grand public, on a créé un club, le Club de Paris 2024, qui est progressivement devenu le plus grand club de France avec plus de 5 millions d'inscrits. Et ce club, il permettait d'accéder à tout un tas d'avantages en lien avec les Jeux, notamment d'essayer de gagner son dossard pour participer au premier marathon, là aussi ouvert au grand public, qui s'est passé à la fin des Jeux Olympiques, qui était le marathon pour tous. Ces 3 grands principes et cette méthode, ils ont vraiment été le fil rouge de notre action pendant les 10 ans. Mais il y a 2 moments clés, et je vais finir par là, qui pour nous étaient vraiment stratégiques. Le premier, c'est le tout début, la genèse du projet, parce que dès les prémices de la candidature,
on a travaillé sur 2 concertations successives, une avec des experts et une deuxième avec le grand public, pour définir ce que devait être le projet olympique et paralympique de la France à ce moment-là, à quels enjeux il devait répondre. Et ça nous a donné une première vision qui nous a vraiment servi de feuille de route dans toute la construction du projet. Et le deuxième moment, c'est la fin, c'est la période de la célébration des Jeux, parce qu'on peut organiser l'événement le plus responsable possible. Il faut quand même garder en tête que l'ADN d'un événement sportif notamment, c'est d'abord de partager des émotions, c'est pour ça qu'on l'organise, et c'est d'abord à cet objectif-là qu'il doit répondre. Ce qu'on partage là sur cette slide qu'on trouvait intéressant, c'était de voir l'évolution de l'opinion publique par rapport aux Jeux. Si on était parti en 2017, le premier chiffre aurait été encore plus haut, là ça commence en 2020. On voit qu'il y a une inflexion progressive de l'opinion favorable, notamment avec ce qu'on a appelé le JO bashing, et on voit aussi qu'au lendemain de la cérémonie d'ouverture, ça remonte très fortement. On fait 15 points de plus tout de suite après la cérémonie d'ouverture parce que l'élan des Jeux arrive et voilà, la dynamique repart. Donc pour nous, c'était vraiment important de réussir cette célébration des Jeux. On avait notamment ce temps des cérémonies d'ouverture olympiques et paralympiques qui pour la première fois se sont tenues en ville, qui était clé parce que pour nous, ça pouvait vraiment être des déclics pour embarquer la France dans les Jeux. On avait aussi nos sites iconiques sur lesquels on a gardé l'ambition, même quand on a eu des difficultés. On voulait vraiment préserver ces sites parce qu'on pensait que ça pouvait être un facteur d'engagement très fort et ça a extrêmement bien marché. Et on avait aussi la question de l'ambiance, où on voulait créer un esprit de fête parce qu'on pensait que ça allait être favorable à un engagement aussi très fort de la part du grand public. Il y a eu plein de live sites partout en France, il y en a eu plus de 200. Et à l'intérieur des stades, on a aussi mis en place une innovation qui a très bien marché, qui s'appelait les carrés des supporters, où on avait des petits groupes de supporters qui étaient installés dans un coin du stade et qui avaient pour mission d'embarquer tout le stade avec eux et de créer cet esprit de fête qu'on a retrouvé pendant les Jeux Olympiques puis les Jeux Paralympiques. Donc voilà, au total de tout ça, c'est pas évident de déterminer qu'est-ce qui a participé le plus ou le moins à l'acceptabilité sociale des Jeux. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde la photographie à l'arrivée, on a la chance d'avoir battu beaucoup de records avec les Jeux cet été. En termes d'affluence, c'est le record de billets vendus dans l'histoire olympique, avec plus de 12 millions de billets vendus. En termes de téléspectateurs, il y a eu 60 millions de Français qui ont regardé les Jeux Olympiques, 49 les Jeux Paralympiques, et près de 5 milliards de téléspectateurs dans le monde. Et en termes d'opinion publique, pour revenir au sujet de l'acceptabilité sociale, où le sondage qui a suivi la courbe que vous voyez tout à l'heure faisait état de 87% d'opinion positive et de Français qui étaient fiers d'avoir organisé les Jeux en France. Voilà. Merci beaucoup. Merci Benjamin pour ces éclairages sur ce qu'on a vécu cet été, ce que vous avez vécu cet été. Et puis on en reparlera tout à l'heure encore dans la discussion. On enchaîne avec donc notre invité outre-Atlantique, Joseph Limard. Alors juste une petite présentation avant qu'on lance la vidéo, Alex. Joseph Limard, outre le fait d'être directeur général des championnats du monde de cyclisme qui vont se dérouler à Montréal en 2026, il est déjà actuellement directeur général des Grands Prix cyclistes, ceux qui connaissent un peu le vélo, UCI de Québec et de Montréal, mais aussi la structure dans laquelle il travaille organise le marathon de Montréal. Voilà, donc beaucoup d'événements dont il est aussi directeur général. Et donc beaucoup d'événements à l'extérieur. Et donc, voilà, il va nous donner un petit peu, lui, son approche. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir dans cette table ronde une approche décalée culturellement de nous, puisque finalement, l'aspect culturel et socio-culturel est hyper important dans l'acceptation sociale. On a parlé de représentation sociale tout à l'heure avec Stéphane. Et pour le coup, là, eux, ils n'appellent pas ça acceptation sociale, mais acceptabilité citoyenne. OK ? Et voilà, dans un contexte particulier d'Amérique du Nord. Allez, on l'écoute, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravi de me joindre à vous pour cette table ronde. Dans les prochaines minutes, je vais vous exposer quelques aspects du plan d'acceptabilité citoyenne que nous mettons en place à Montréal pour l'organisation des championnats du monde de cyclisme sur route qui auront lieu en septembre 26. Lors de la candidature, il y a 3 ans, nous avions fait le postulat que si nous voulions une population engagée dans le projet, il fallait que les citoyens s'approprient l'événement.
De quels citoyens parlons-nous, me direz-vous? Eh bien, Montréal est une ville cosmopolite francophone d'1,8 million d'habitants qui en fait la première ville francophone en Amérique du Nord et qui en fait son unicité par le fait même. C'est aussi une ville universitaire avec près de 200 000 étudiants, dont 20% sont étrangers. C'est également une ville olympique et une ville de sport, puisqu'elle accueille 5 événements sportifs internationaux chaque année. Et c'est également une ville de vélo, avec notamment le Grand Prix cycliste Montréal, qui est une épreuve du calendrier World Tour de l'UCI, mais une ville qui fait la promotion du cyclisme au sein de la population, puisqu'on compte près de 1000 km de pistes cyclables sur l'île. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des communautés à Montréal et on s'est fixé les objectifs directeurs justement qui concernent ces communautés. Enfin, la première, c'est que on tente d'offrir un événement pour les communautés et qu'elles en soient partie prenante. Offrir un événement aux communautés, ben, l'avantage du cyclisme, c'est que l'accès aux compétitions est gratuit par rapport à d'autres sports. Donc, on a vraiment cet avantage-là. Mais on veut aller plus loin que ça et on veut même proposer un accès à la pratique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dès cette année 2025, proposer des événements où les Montréalais vont pouvoir bénéficier ou découvrir des segments de parcours que nous utiliserons pendant les championnats du monde 2026. Donc, par le fait même, ils vont s'approprier ces segments-là et s'approprier même, pourquoi pas, l'ensemble des circuits ou l'ensemble des parcours des championnats du monde. Le deuxième objectif directeur, c'est celui de créer des liens communautaires par la promotion du vélo comme moyen de transport sain et durable. Alors, il nous fallait un slogan qui soit rassembleur. On a choisi Ensemble vers la gloire. Ce sera le slogan des championnats du monde de 2026. Au cours de cette démarche, on s'est posé des questions. Quels enjeux d'acceptabilité citoyenne rencontrerions-nous? Eh bien, j'en ai identifié 3 ici, et le premier et le plus grand, c'est l'impact sur la population. Comme je vous disais, on n'est pas dans des stades, donc le cyclisme s'organise sur la route. Il y a forcément des entraves qui sont créées. Donc, pour anticiper sur les enjeux que cela pourrait créer, ben, on a un nombre de mesures compensatoires qui sont mises en avant, justement pour compenser les fermetures de routes, les fermetures de ponts, puisqu'on est sur une île, et la privation de certains services liés à l'utilisation des routes pour se déplacer. Au niveau des enjeux environnementaux, il est certain qu'aujourd'hui, on doit montrer et démontrer que nous réduisons l'empreinte carbone lors de l'organisation d'événements de cette ampleur. Eh bien, nous, on a décidé d'aller vers des actions qui seraient concrètes et visibles. Par exemple, on va tenter d'avoir 100% des véhicules qui accompagneront les cyclistes qui soient des véhicules électriques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de concret que le citoyen peut voir de lui-même lors de l'événement. Au niveau des enjeux économiques et sociaux, ben, généralement, la croyance, c'est que les événements internationaux sont coûteux pour le contribuable. L'avantage que nous avons dans le cyclisme, c'est qu'il n'y a pas de construction d'infrastructures par rapport à Coupe du Monde de la FIFA, par rapport aux Jeux Olympiques. Nous utilisons des infrastructures existantes. Alors oui, c'est certain qu'on va les améliorer, mais on va utiliser cette amélioration pour la redonner aux Montréalais dans un premier temps. Puis au niveau social, ben, comme je disais, beaucoup d'événements à Montréal, sportifs, mais également près de 100 festivals qui se déroulent chaque année. Donc il faut qu'on fasse attention à la saturation événementielle. Hein, Montréal n'est pas un lieu où il y a des événements tous les jours. Il y a aussi une population qui y vit et qui doit bénéficier de l'ensemble des services. Donc, suite à l'identification de ces enjeux, on a décidé d'orienter nos interventions vers différents secteurs. Évidemment, le secteur des groupes communautaires est celui qu'on mettra en avant d'ici 2026, avec notamment les groupes ethniques, en tentant de les mobiliser pour qu'ils viennent supporter les athlètes de leur pays. Ça, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, ben, il y a des groupes d'apprentissage de français qui sont organisés par le gouvernement provincial. Ben, nous allons mobiliser ces groupes pour leur demander de participer et de faire partie de la délégation du pays qui viendra séjourner au Canada pour leur donner un coup de main sur la traduction au niveau des transports ou au niveau des hôtels. Enfin, un autre groupe qu'on essaie de mobiliser, c'est les étudiants. Donc, on travaille en ce moment avec les universités de Montréal pour que l'implication bénévole des étudiants soit créditée lors de leur parcours universitaire. Notre plan de communication et de relations publiques, eh bien, il est échelonné dans le temps, mais aussi il est échelonné en fonction des cibles. C'est sûr que les ambassadeurs sportifs, les cyclistes, hommes et femmes
canadiens et québécoises sont nos premiers porte-parole, mais ils s'adressent plus à la communauté cycliste. Plus on va s'approcher de l'événement et plus on va avoir des ambassadeurs qui seront des artistes ou des personnalités civiles qui vont toucher une cible beaucoup plus large. Au niveau du secteur corporatif, eh bien, on travaille pour la mise en place d'un label en collaboration avec la Chambre de commerce de Montréal pour que les entreprises, les commerces qui vont prendre ce label se voient avoir des avantages en fait à la tenue de l'événement plutôt que des inconvénients. Au niveau des relations gouvernementales, peut-être qu'on abordera le sujet lors de la table ronde tout à l'heure. Mais je ne pourrais finir cet exposé sans finalement vous parler du sentiment d'appartenance qui est lié à l'héritage. En 1974, Montréal a accueilli les championnats du monde pour la première fois, et c'était la première fois que les championnats du monde de cyclisme se tenaient à l'extérieur de l'Europe. Eh bien, lorsque Montréal a été confirmé pour 2026, en fait, il s'est passé quelque chose qu'on n'attendait pas. On a été contacté par des Montréalais qui nous ont dit « Moi, j'ai participé de près ou de loin au championnat du monde de 1974. Ça a été tellement fabuleux que je veux faire partie encore de l'histoire 50 ans après et aussi m'impliquer dans les championnats du monde de 2026. » Et on s'est dit « Mais tiens, comment est-ce qu'on peut utiliser cet héritage finalement de 1974 ?» Donc, l'année dernière, nous fêtions le 50e anniversaire de ces championnats du monde. Alors, on a donné la parole à ces Montréalais, mais également aux champions de 1974. On voit à l'écran Geneviève Gambillon qui avait gagné l'épreuve femmes, et c'était Eddy Merckx qui avait gagné l'épreuve homme. Et on leur a donné la parole, et ils nous ont dit tous les deux, mais Montréal n'a pas changé depuis 1974. Geneviève Gambillon était à Montréal justement cette année. Elle nous a dit ça n'a pas changé. Montréal est toujours aussi accueillante et aussi chaleureuse. Donc, on rejoint là l'unicité, mais aussi l'identité de Montréal, accueillant, ouvert sur le monde. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on se serve de cet héritage. Alors, on est parti du logo de 1974 et on a fait une nouvelle version. 1974 nous a emmenés vers 2026. Et il en est la même chose au niveau de l'acceptabilité citoyenne. Ça a été un succès en 1974. C'est inconcevable que ce ne soit pas un succès et que les Montréalais ne soient pas fiers d'accueillir cet événement en 2026. Donc voici, c'était quelques aspects de notre plan d'acceptabilité. Évidemment, il est beaucoup plus large que ça, mais en quelques minutes, c'était là où je souhaitais vous emmener. On va se retrouver dans la table ronde probablement dans les prochaines secondes avec grand plaisir. Et puis on termine avec donc le territoire, même si Montréal, mais Paris, ce sont aussi des territoires. Mais là, on va avoir la parole du gestionnaire touristique du territoire en la personne de Sébastien Mérignard, directeur de l'Office de tourisme de l'Alpe d'Huez, mais pas que. Et c'est intéressant, et du coup, dans le déroulé de la table ronde, c'est pour ça que j'ai demandé à Sébastien d'intervenir en dernier, parce qu'il a une vision un peu longitudinale. C'est-à-dire qu'avant d'avoir été à l'Alpe d'Huez, il a eu quelques expériences très intéressantes dans des gros offices de tourisme qui organisaient des gros événements. Et donc, ça va être intéressant d'avoir son expérience et son retour d'expérience, pour le coup, et sa vision sur l'évolution, finalement, de l'acceptabilité sociale des différents événements. Merci Nico, bonsoir. Donc la version polie de la transversalité, c'est l'âge, c'est l'expérience. Donc ça fait longtemps, donc j'ai un peu de choses à vous raconter. Ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille dans nos stations. Donc c'est moins loin, on est recentré sur le territoire comme il vient de nous le dire. Je suis à l'Alpe d'Huez depuis pas très longtemps, ça fait 2 mois. J'étais avant 5 ans à Voria, je suis passé par Courchevel, j'ai fait 12 ans à Tignes ou Lac-Luzard. Donc voilà, j'ai eu la chance dans ces périodes de vivre différents événements. J'ai eu la chance, et là je le dis vraiment, c'est vraiment une chance d'être à l'initiative et de piloter des événements comme les Live in Tignes. C'était des séries de concerts qui rassemblaient jusqu'à 35 000 personnes régulièrement. De mettre en œuvre les X Games Europe à Tignes pendant 5 ans, où il y a eu 140 000 personnes pendant 4 jours, donc des vraiment très gros événements, et qui en montagne, pour les X Games, n'ont pas d'équivalent encore aujourd'hui. J'ai aussi géré des événements, et là je ne parle pas de chance, j'ai géré, pour ne pas dire subi, des événements comme les Harley Days à Avoria, où vous imaginez dans la seule station piétonne d'Europe qui se revendique comme la station la plus green, 20 000 motos les plus pétaradantes. Donc c'est un peu le congrès d'Europe Écologie Les Verts au siège de Total. Il y a un petit anachronisme dans l'histoire. Mais bon, il a fallu le gérer. Et puis, dans pas longtemps, je vais vivre Tomorrowland, effectivement, à l'Alpe d'Huez, où il y a un peu plus de 20 000 festivaliers sur une semaine. Sur l'acceptabilité sociale, il y a un point à l'échelle de nos territoires, donc des stations. Il faut vraiment le voir de deux façons. Tout dépend de l'acceptabilité, comment on l'analyse. Si on l'analyse
juste sur le territoire ou si on élargit le spectre et on parle de la médiatisation. Tout à l'heure, Benjamin parlait de l'effet loupe grossissant. Sur le territoire local, quand on emmène un gros événement, il y a d'abord une peur de la nouveauté, le frein au changement classique, habituel, qu'on arrive à résoudre avec un peu de pédagogie. Ça a été largement expliqué aussi en expliquant le pourquoi, du comment et autres. Et on va être clair aussi, on ne va pas se mentir, ce n'est pas l'aspect environnemental ou autre dans les stations qui fait qu'un événement est accepté ou pas, c'est son intérêt économique. Il ramène du business ou il ne ramène pas du business. Il crée des emplois ou il ne crée pas des emplois. C'est la stricte réalité, c'est moins poétique, mais c'est la vérité que je vis depuis une trentaine d'années. Donc ça, c'est le clair. Et une fois que ça s'est prouvé, objectivement, il est accepté, il est même défendu, le moteur étant cette activité économique. Et là, on n'a plus de soucis sur le territoire. C'est un petit peu différent quand on commence à sortir du territoire et qu'on regarde à l'extérieur, où là, il y a évidemment l'évolution sociétale qui fait que des choses qui sont acceptables en local parce qu'il y a un intérêt direct ne le sont pas à l'extérieur parce qu'effectivement, l'intérêt, il n'est pas là. Il y a une inadéquation des valeurs. Alors, on a parlé d'environnement, mais ça peut être du bruit, ça peut être des typologies de clientèle qui font que l'événement est rejeté également. Et puis, évidemment, quand il y a ce rejet, on se retrouve face à des oppositions qui sont fortes. Nico en a parlé, on parle de collectif ou autre. Et pour conclure, je vais rester sur une dernière slide. Voilà. Pour vous donner quelques exemples, c'est ce que Nico m'avait demandé dans le cadre de la préparation, de l'intervention, c'est l'évolution. En 2010, aux États-Unis, à Aspen, au X Games, il y a un show de motoneige freestyle. Ultra spectaculaire, ils font des backflips avec des motoneiges, etc. C'est le clou du spectacle en Amérique du Nord. La motoneige, pour eux, c'est le vélo à Grenoble. Donc ça marche de feu de Dieu. Quand ils veulent l'implanter en France, à Tignes, on leur dit c'est pas trop la culture, les motoneiges, ça a plutôt tendance à être interdit ou au moins très réglementé. Ils essayent, on fait une saison et en fait, il y a un effet boomerang qui revient, la médiatisation est très négative et dès le début, on l'enlève. Donc dès ce moment-là, il y a aussi cette logique d'acceptabilité, elle n'est pas la même suivant le territoire, suivant la culture et suivant les pratiques. Les Harley, je vous en ai parlé, pour le gérer, c'est simple, on a interdit les Harley dans Avoria. On a pris un slogan tout bête, puisqu'il y a plein de slogans qui ont été présentés, c'est les bikers sont des piétons comme les autres en Santiago. Donc ils viennent, ils posent les motos à l'extérieur, il y a un parc d'exposition, il y a un village, il y a tout ce qu'ils veulent, mais pas les motos à l'intérieur pour accepter ça. En parlant de moto, avec Tom Pagès, le champion multimédaillé de freestyle, on fait 2 projets, 2 exploits. Il saute d'une falaise de 400 mètres de haut, il ouvre une voile, il se pose avec sa moto en bas, ou il vole sous voile avec une moto. Ça fait un peu plus de 300 millions de contacts ou de vues. Ça marche très bien, ça utilise 2 fois 1 litre de carburant. Et quand je vous dis ça, c'est vrai parce que la moto, elle roule 10 secondes à chaque fois, quoi. À côté de ça, on a pris des plaintes au tribunal administratif, etc. Donc l'acceptabilité vraiment très difficile qui est vraiment à géométrie variable. Puis le dernier exemple, je vais parler de Tomorrowland. Je parlais des X Games à Tignes entre 2010 et 2014. C'était the place to be dans les Alpes. Tout le monde se battait pour y être. Ça se vendait à des prix pas possibles, tout le monde privatisé, qui sont restaurants, qui sont hôtels. Ça tournait très bien, il fallait absolument. Les concerts live in, c'était la même chose. Aujourd'hui, Tomorrowland, et Nico a commencé à l'évoquer, on est face à des oppositions, des collectifs, des pétitions, des plaintes, des demandes de rendez-vous en préfecture, des manifestations. Et ça montre bien que les temps ont changé. Et il faut s'y adapter. Voilà. Et j'ai respecté les 5 minutes. Vous avez vu 4 interventions inspirantes, différentes, des approches un petit peu avec des contextes différents, mais finalement un espèce de fil conducteur. Moi, ma question, c'est OK, ça c'était jusqu'à maintenant. Et demain? Parce que là, on est sharing for the future. Pensez le sport, tourisme, événementiel de demain. Et demain, vous, là, les spécialistes, quelle est votre vision sur cette question d'acceptabilité sociale des grands événements? Comment ça risque d'évoluer? Quelles sont les problématiques? Bon, il y a Alpes 2030 qui se profile, entre autres. Mais voilà, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Alors, je ne sais pas qui veut commencer par répondre. Benjamin, si tu veux y aller. Voilà. Mais parce que ce qui est valable en 2024 ou 25, là, on est en 25, sera peut-être plus valable. Et 2030, c'est à la fois tout près, tout proche de nous en termes d'organisation, mais à la fois finalement très très loin en termes d'évolution des mentalités, des représentations sociales. Voilà. Ça marche?
Oui, moi je vais avoir un point de vue qui est forcément celui de quelqu'un qui a participé à l'organisation d'un grand événement, mais je pense qu'aujourd'hui comme demain, et peut-être encore plus de demain, on a besoin de grands événements sportifs. Parce que ce qu'on a vu cet été, ce qui va probablement se passer à Montréal sur les championnats du monde de cyclisme, cette capacité des événements à rassembler, à fédérer pour les Jeux à l'échelle de tout un pays, elle a en fait pas tellement d'équivalent. Et il y a aussi des bénéfices pour les problématiques que rencontre la société aujourd'hui. On n'a pas du tout parlé du sujet de la sédentarité, par exemple. C'est la 4e cause de mortalité et la première cause de mortalité évitable dans le monde. Les grands événements sportifs, ils ont un vrai impact sur la pratique sportive. Là, depuis la fin des Jeux, les chiffres commencent à sortir en termes d'augmentation de licenciés dans les fédérations. On est entre plus 10 et plus 30% selon les sports et comment les sports ont performé. Donc sur le fond, je pense que l'intérêt des grands événements, il est toujours pertinent, et dans le contexte géopolitique actuel et même national, peut-être encore plus qu'avant. Après, je pense que c'était aussi le thème de la table ronde d'avant. La vraie question aujourd'hui, c'est surtout la question environnementale. Parce que sur tous les autres sujets, on est capable d'organiser des événements avec un budget qui tient la route. On est capable d'associer les communautés, comme on le dit au Québec. La question de l'environnement, je pense que ça va être celle qui est de plus en plus prégnante. Et est-ce qu'aujourd'hui, et encore plus dans 10-20 ans, dans le contexte climatique qu'on connaît, c'est encore pertinent d'organiser des grands événements? Pour tout ce que j'ai dit avant, je pense que oui, mais probablement en mettant aussi en place un certain nombre de garde-fous et en ne faisant pas ce qui a pu être fait par le passé avec un certain nombre de dérives. Sur la question des constructions, je pense que de construire uniquement ce qui va répondre à un besoin pérenne des populations, c'est un enjeu majeur. Il y a le sujet des cahiers des charges. Tu parlais de 2030, Nico. Je pense que le projet 2030 qui a gagné au CIO, il n'aurait pas pu gagner il y a 5, 10 ou 15 ans. Et d'ailleurs, Annecy 2018, c'est un bon exemple. Le CIO a complètement transformé son cahier des charges en acceptant d'avoir des modèles beaucoup plus éclatés pour pouvoir s'installer là où il y avait déjà des équipements et pas tout concentrer, construire 10, 15, 20 stades dans un rayon de 10 km, ce qui est intéressant pour les Jeux, mais qui n'a aucun sens après à long terme. Et ça rend le projet 2030 possible. Donc il y a comme ça des évolutions. Oui, mais du coup, quel modèle, et peut-être que Sébastien aussi peut nous en parler, quels sont les nouveaux modèles? Parce que, pour rappel quand même, alors on parle beaucoup d'infrastructures, je vais me faire un peu la mouche du coche, mais entre 50 et 90% des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on est là-dessus, hein, d'un événement, viennent des déplacements des visiteurs en avion. Et du coup, bah voilà, Sébastien, Tomorrowland, avec la clientèle asiatique, quel est le positionnement? Est-ce que c'est voilà, est-ce que vous envisagez des changements ou pas? Voilà. Alors, tu viens d'arriver, je sais, Non, non, question. Non, mais même si je viens d'arriver, je vais répondre à ça. Je vais répondre à l'aune de mes expériences passées. J'étais dans une station qui s'appelait Courchevel, où 80% de la clientèle à l'année, et pas seulement sur une semaine de l'événement, vient de l'international et de très loin. Et plus on est aisé, on sait qu'en général, plus le bilan carbone est impacté. Donc, la question, elle se pose sur les événements, mais je pense qu'il faut élargir le spectre, et ça rejoint un peu ce que disait Jean tout à l'heure sur d'autres thématiques. Là, on fait un focus, mais la problématique du bilan carbone et de l'impact, oui, il existe sur l'événement, mais il existe sur le modèle global de nos stations touristiques sur l'ensemble de la saison, et sur l'ensemble de l'année, et de leur existence dans le temps. Donc, la réponse, la voilà, quoi. Oui, il faut essayer de s'améliorer, c'est une évidence, l'enjeu environnemental, il est important. Quant au modèle, je vais donner un autre exemple. À Tignes, on était une station très événementielle, ça répondait à un besoin. À Voria, on était très vertueux, on avait choisi un positionnement green, entre guillemets, le moins pire des stations, parce que historiquement c'était comme ça. On a pu se le permettre parce qu'on avait une très bonne fréquentation. Si on avait eu des trous, des besoins, on aurait été chercher de l'événementiel. Dans notre cas, d'une destination, c'est une réponse à un besoin. Donc ça ne peut pas être tout blanc, tout noir, et on ne peut pas être focus là-dessus. L'événement, tu l'as dit, je le redis, c'est vraiment une loupe à intenter, et c'est facile de taper dessus. Après, il y a le fonctionnement annuel. Les très grands événements, les GESI tels que les JO, tels que la Coupe du Monde de foot, ça constitue des exemples.
qui généralement insufflent quelque chose à d'autres manifestations sportives internationales. Force est de constater que Benjamin l'a pas dit, évidemment, il est au cœur du réacteur, mais de ma fenêtre, il y aura un avant et un après Jeux Olympiques de Paris 2024. On peut aimer ou pas les Jeux, mais force est de constater quand même qu'il y a un certain nombre de dispositifs très innovants qui ont été mis en place et qui ont garanti la succès de cette manifestation sportive-là. Pour revenir sur la dimension acceptabilité, je crois que l'une des choses qui a permis à Paris 2024 d'être un exemple, c'est sa capacité à fédérer les énergies. Et en termes d'acceptabilité sociale, on l'a vu tout à l'heure à travers les différentes prises de parole, c'est cette idée de concertation, d'impliquer un maximum de parties prenantes dès la genèse du projet. La force de Paris 2024, ça a été de fédérer les énergies, les collectivités territoriales, de la maternelle à l'université. Alors, il y aurait plein de choses à redire, mais de mobiliser plus de 10 000 porteurs de flammes sur tout le territoire, on parle des Jeux de Paris 2024, moi je ne suis pas d'accord Nico, c'est les Jeux de la France, jusqu'à Tahiti, à Saint-Étienne, à Lyon, à Bordeaux, etc., etc. Je crois que c'est aussi une des grandes forces de Paris 2024, c'est cette capacité à avoir embarqué un maximum de parties prenantes. Et je pense que l'acceptabilité, pour répondre à ta question, des événements à venir passera par cette capacité à fédérer les énergies, un maximum d'énergie, car encore une fois, on parle de perception. L'acceptabilité, c'est la perception d'un certain nombre de dispositifs, et si vous impliquez les gens, si vous impliquez un certain nombre d'acteurs, vous aurez beaucoup plus de chances d'arriver à une acceptabilité sociale, à mon sens. Ok, merci. Jo, tu m'entends? Oui, de loin. Ouais. Ok. Moi, j'ai juste une question avec une réponse peut-être rapide. Mais vous, la problématique outre-Atlantique, c'est pas tant l'aspect environnemental. Ok. C'est finalement une histoire de culture et de non. Je suis un peu provoque ou je vais exagérer, de non-culture sportive, notamment sur le vélo, hein, de la culture sportive de stade, voilà, de sport pro, mais non-culture sportive de vélo ou voire même course à pied, événement qui se passe dehors. Vas-y, tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bah oui, déjà, bonjour à tous. Bonjour à mes copanélistes, c'est un plaisir d'être avec vous. J'aimerais bien avoir de nouveau ces discussions parce que je vous avoue que j'ai pas tout entendu depuis les 30 dernières minutes, mais ça a l'air très passionnant. Donc effectivement, nous, on a un enjeu au niveau de la culture. Ici, on est dans une culture en Amérique du Nord sur effectivement les sports en stade. Le baseball, le football américain, le hockey sur glace, évidemment, plus pour nous à Montréal. Et donc cette culture-là du vélo, notamment des sports extérieurs, on l'a un peu moins. Sauf que, comme je disais dans ma présentation, on a l'historique et on a l'héritage de ce qu'il y a eu à Montréal, à la fois les championnats du monde de 74 et les Jeux olympiques. Et c'est pas anodin qu'on amène les championnats du monde en 2026. C'est le 50e anniversaire des Jeux olympiques. Et là, il y a une forte mobilisation. Et c'est ce qu'on voit aussi à chaque 4 ans ou à chaque 2 ans maintenant avec les Jeux olympiques. Le Canada se mobilise et tout le monde se mobilise, y compris les médias. Ça fait qu'on a une couverture énorme juste avant les Jeux olympiques, pendant les Jeux olympiques, de tout ce patriotisme. En fait, puis ça, c'est vraiment très, très, très nord-américain, hein. On a l'hymne national quasiment tous les soirs, soit dans un match de hockey, soit dans un match de football américain. Donc ce patriotisme, il est important. Et alors, on s'en sert, nous, dans les événements hors stade, qui sont moins mobilisateurs, moins fédérateurs. Et puis, comme je vous disais, hein, la notion de consultation, elle est vraiment importante pour que la population s'approprie l'événement qu'on va amener là. Puis, dans cette notion d'appropriation, j'irais même un petit peu plus loin. Comme tu disais, Nicolas, tout à l'heure, je pense, tu disais aussi qu'on organise, nous, le marathon de Montréal. On s'est posé la question il y a 3 ans. Est-ce qu'on oriente le marathon de Montréal vers un événement international avec un peloton de très haut niveau, donc d'aller chercher des coureurs étrangers qui vont venir faire une performance ici, et puis on tente d'amener le marathon à un niveau avec une captation télé, une diffusion à l'international, ou est-ce que cet événement-là, finalement, on le réserve ou on le laisse appartenir aux Montréalais et on mobilise la population montréalaise? On voit
en 3 ans, puisque le marathon, on l'a récupéré, nous, dans l'entreprise, il y a 3 ans. On est passé de 15 000 à 30 000 participants en l'espace de 3 ans. Alors, ça, c'est super important de dire, ben, qu'est-ce qu'on veut pour les événements futurs? Et là, je reviens à ta première question, parce que je ne sais pas si j'interviendrai plusieurs fois, mais ta première question qui était où est-ce qu'on s'en va? Et je pense que nous, on va s'en aller vers des événements qui appartiennent à la population. Puis au niveau du cyclisme, on va le mener. C'est sûr que ben, un événement comme un événement World Tour, c'est pas participatif, mais ça crée des opportunités pour amener des événements participatifs où on va avoir la masse qui va être concernée, qui va pouvoir participer. Merci, super. Merci Jo, c'était très clair. Du coup, on va passer aux questions du public, mais peut-être que tu en parleras tout à l'heure parce que dans la salle, il y a quand même un futur directeur général de championnat du monde de cyclisme 2027 en Haute-Savoie. Donc peut-être il y aura une ou deux questions à te poser. On va commencer là-bas. Il est pas futur directeur, il est Ouais, il est directeur général, directeur, mais d'un exact, futur exact. Ouais, événement. du futur événement, tu as raison. Bon, tu m'entends bien du coup. Là, ouais. Voilà. Tout en haut, il y a Tiffen qui veut poser une question depuis tout à l'heure. Merci. J'ai une question qui est un peu double sur le côté. On sait que ça rejoint ce que tu disais, Nico. 80% des émissions sont quand même liées au déplacement des populations. J'ai l'impression que dans le sport, c'est quand même très régulièrement mis en avant le côté acceptabilité environnementale, notamment en France sur nos grands événements. Est-ce que le côté culture est aussi, on va dire, je vais pas dire mis à mal, mais des gens qui vont voir des concerts, je pense qu'il y a beaucoup plus, alors peut-être que je me trompe, de concerts, d'humoristes, etc., qui déplacent des foules et qui, du coup, sont autant générateurs pour le côté monde. Et c'est un peu, je trouve, le sport, c'est on est souvent montré du doigt comme pas le mauvais exemple, mais ça questionne beaucoup. Donc, est-ce que dans le côté culture, il y a aussi cette interrogation forte sur le déplacement des populations et sur les gros événements? Et ma deuxième question, c'est sur le côté acceptabilité, sur les méga événements qui sont les Jeux, les Coupes du Monde, etc. Globalement, on sait qu'à moyen terme, dans tous les cas, qu'on soit d'accord que ça se passe en France ou pas, ça se passera. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas plus intérêt que ça se passe dans des pays développés qui font les choses bien, plutôt que dans des pays où ça va être fait de façon complètement catastrophique, que ce soit pour les droits humains ou pour l'écologie? Merci Tiffen pour ces questions. Allez, on commence par Sébastien qui va répondre à la première partie sur la culture. Ensuite, on aura Benjamin qui va te répondre sur l'aspect des médias. Et après, Nicolas qui va répondre sur les pays riches et les pays pauvres. Alors oui, évidemment, évidemment que l'impact de quelqu'un qui se déplace, que ce soit pour un concert ou pour un événement sportif, il est sensiblement le même. Tout dépend de la distance où il vient. Mais comme je disais tout à l'heure, quand on a décidé de travailler un petit peu, quand on a commencé à faire des bilans carbone sur un séjour au ski, on se rend compte que 60% de l'impact, il est lié par rapport au transport pour venir et 15 à 18% suivant les stations du transport sur place. Et moi, personnellement, quand j'ai découvert ça il y a 4-5 ans, ça m'a mis une gifle. J'embêtais tout le monde à Avoria pour mettre des motoneiges électriques au lieu des motoneiges thermiques. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de jouer sur la virgule, quoi, sur le pourcentage, que les 60%, c'était avant même qu'ils arrivent, notre problématique. Donc la problématique du transport, ça rejoint le ferroviaire tout à l'heure. Évidemment, ça marche pour la culture aussi. Et il y a des exemples de groupes Chaka Ponk voilà, qui arrêtent sa tournée parce qu'ils ne cautionnent plus, voilà, ils ne veulent plus créer du déplacement. Il y a la question des médias aussi qui peut répondre sur le focus, voilà, parce qu'un gros événement, forcément, un grand événement est mis en avant par les médias et le rôle des médias est ultra important et le vent peut être dans un sens comme il peut être dans l'autre. Et Benjamin a 2-3 choses intéressantes, je pense, à nous dire par rapport à ça. Ben oui, tu as raison, et c'est le sens, je pense, de la question. C'est sûr qu'en tout cas, sur un événement de l'ampleur des Jeux, il y a un focus médiatique qui n'est pas du tout le même sur un concert organisé à l'échelle d'un territoire. Donc il y a une pression beaucoup plus forte, des attentes beaucoup plus fortes. Mais
ça va peut-être vous surprendre, malgré le géobashing qu'on a eu pendant la dernière année, je ne suis pas sûr que ce soit négatif parce que ça oblige aussi l'organisateur à se poser beaucoup plus de questions, à aller beaucoup plus loin dans les réflexions pour amener des solutions nouvelles. Et il y a peut-être un point dont on n'a pas parlé, c'est que cette médiatisation extrême, elle peut aussi jouer un rôle de catalyseur dans le sens où, avec un événement comme les Jeux, on a un horizon à 5, 6, 7 ans. On sait que ça va arriver, on sait qu'il faudra être prêt le jour J. Et pour développer des solutions nouvelles, ça génère un vrai intérêt. Et je peux prendre un ou deux exemples sur la partie environnementale. Nous, on avait un objectif qui était de dire il faut que 100% de nos sites soient alimentés par des énergies renouvelables. Au moment où EDF est devenu partenaire de Paris 2024 en 2019, je crois, on leur a dit ça. Ils nous ont dit on est capable de vous fournir en énergie renouvelable. Par contre, on n'est pas capable de vous garantir que l'électron qui va alimenter votre siège, c'est un électron d'éolienne et pas un électron de centrale nucléaire. Pendant cette période-là de 5 ans, ils ont travaillé sur des nouvelles solutions et au moment des Jeux, ils étaient capables de nous dire l'électron que vous utilisez au Stade de France, il vient de là et il ne vient pas de là. Donc cette capacité-là de servir de catalyseur, parce qu'il y a un débouché certain, c'est une super plateforme de promotion des innovations, la VASC au moment des Jeux, qui fonctionnait pas avec une flamme et donc pas avec du fuel, mais avec de l'eau et des LED. Je pense qu'ils n'auraient pas forcément mis autant d'énergie à développer cette solution-là s'il n'y avait pas eu le retentissement des Jeux. Donc ce côté médiatisation, à mon sens, il est à double tranchant parce qu'il impose beaucoup de contraintes et il peut y avoir parfois une forme d'injustice par rapport à d'autres événements qui ne sont pas du tout regardés de la même manière alors qu'ils ne sont pas plus vertueux. Mais en même temps, il crée les conditions pour faire mieux. Merci. Allez, Nicolas, à toi. 70, le Qatar a mis en place une stratégie à travers le sport. Depuis l'initiative, il n'en est rien. C'est effectivement une stratégie finement réfléchie depuis la mise en place de tournois de tennis ATP, puis l'organisation du Mondial des Jeunes en 1993. De la Coupe du Monde des Jeunes, et puis l'acquisition, bien sûr, du Paris Saint-Germain, l'acquisition de marques athlètes de très haut niveau qui vont jouer pour cette équipe-là, la mise en place, la création aussi d'une marque équipementier, la construction d'infrastructures de très haut niveau comme Aspire sur le territoire qatari, à Doha, le fait de naturaliser aussi un certain nombre d'athlètes pour pouvoir participer à certaines compétitions, l'organisation d'événements ponctuels de haut niveau, mais aussi récurrents, en golf, etc. etc. Donc tout ça dans le cadre d'une stratégie de géopolitique, géomarketing, géostratégie, vous appelez ça comme vous voulez. Donc le chercheur que je suis, là je prends ma casquette de chercheur, si on regarde et qu'on fait une analyse précise, on essaye de comprendre le pourquoi du comment, oui, dans l'absolu, ça ferait beaucoup plus sens. Le citoyen que je suis, qui n'a pas de voiture, comprendrait très bien que ce serait plus simple d'organiser des événements sportifs là où il y a déjà les infrastructures. Mais le chercheur en marketing du sport a très vite compris la stratégie qui a été mise en place par un certain nombre de pays pour pouvoir exister sur la carte, pour pouvoir se démarquer. Donc c'est le cas du Qatar, une petite péninsule, c'est 11 000 km², le Qatar, hein, c'est l'île de France, c'est la Corse, et qui a réussi à exister aujourd'hui sur la carte du monde à travers cette stratégie savamment développée à travers le pilier sport. Alors, il y a... Ouh là là, ça y est. Mais on a encore un peu de temps. Mais par contre, Eric... Très court. Voilà. Des questions courtes, ok. Une question courte et très simple. Ok. Est-ce que la question de l'accessibilité des événements ne se pose que parce qu'on ne demande pas aux populations leur avis, alors que le CIO demande l'acceptabilité des événements, parce qu'on ne demande pas aux populations leur avis, alors même que le CIO demande le soutien des populations? Est-ce que ce n'est pas lié au fait que, et je termine là-dessus, le leurre de la rentabilité économique a été démasqué? Et petite question pour le jeune directeur de l'Alpe d'Huez, est-ce que tu peux rappeler le coût des X-Games et quel est l'héritage aujourd'hui des X-Games pour Tignes et les retombées? Allez, on a... Alors,
Alors, eh ben, il y avait la première question aussi sur. Il y avait deux questions. Bah, vas-y, on peut répondre directement tout de suite là. Alors pour les X Games, le coût, pour être très transparent, ça dépendait du besoin de production de neige ou pas. Il variait entre 800 000 et 1 million d'euros pour la station par an. L'événement lui-même coûtait à peu près 5 à 5 millions et demi, toujours pareil, suivant la production, c'était les partenaires qui étaient additionnels. La rentabilité, le chiffre d'affaires amené sur la semaine, et ça c'est relativement facile à chiffrer, on dépassait les 25 millions d'euros, donc à chaque fois, donc vous faites le ratio. Si on part d'heure de télé, hier j'étais dans une autre réunion, il disait que toutes les coupes du monde de ski en France, diffusées du biathlon au ski de fond en passant par l'alpin, c'est 2000 heures de télé sur une saison. La semaine des X Games à Tignes, c'était 6000 heures de télé dans le monde. Donc la rentabilité, si on avait pu continuer, si Tignes avait pu continuer ou n'importe qui continuait, c'était signé des deux mains ad vitam aeternam. Parce que ça nous met aussi sur la carte, ça met un événement énorme. Après, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une rentabilité dans le temps? Je ne saurais pas dire, je ne suis plus à Tignes, même si évidemment j'ai un avis, mais je ne veux pas parler à la place d'eux. Ceci étant, clairement, c'est le genre d'OP, je pense qu'on va dans n'importe quelle station, ils emmènent cet événement-là, c'est signé des deux mains, les yeux fermés. Sans avoir la certitude de l'efficacité économique ou de l'héritage économique. C'est ça que disait Eric. Et sur la question, ouais, vas-y, tu peux enchaîner Sur le soutien populaire, ouais. Voilà. Et le référendum ou le non-référendum. exactement. C'est une question très intéressante. C'est d'ailleurs une question qui a beaucoup animé les débuts de Paris 2024 au moment de la candidature. Il y a plusieurs villes qui étaient candidates face à Paris 2024 qui se sont arrêtées en cours de route parce qu'elles ont dû faire face à un référendum négatif. Il y a d'abord eu Boston qui a été remplacé par Los Angeles. Il y a ensuite eu Hambourg fin 2015 qui a aussi renoncé. Et ce qu'on a pu voir sur ce sujet du référendum avec ces deux exemples-là, c'est que c'est aussi pas tout blanc ou tout noir. Par exemple, à Hambourg, les sondages d'opinion étaient très favorables au projet de candidature. Ils étaient entre, je crois que c'était 60 ou 65% d'opinion favorable. Mais le référendum, de façon assez mécanique, a généré une surmobilisation des anti, qui étaient beaucoup plus mobilisés que les gens plutôt favorables. Et donc, le référendum a abouti à la décision de ne pas candidater. Et à l'échelle de Paris 24, c'est une question qui s'est posée aussi en 2015. Et le choix qui a été fait à l'époque, c'est de se dire, plutôt que de voter a priori pour ou contre avant même d'avoir construit un projet, essayons de fixer de la manière la plus collégiale possible les conditions dans lesquelles il pourrait être opportun pour la France d'avoir une ambition olympique. Est-ce que c'est important pour la Seine-Saint-Denis? Est-ce qu'on estime que c'est important en matière de sédentarité? Et c'est pour ça qu'il y a eu une consultation avec plus de 200 experts, ensuite une concertation qui était ouverte à tous les gens qui pouvaient participer, et ce que j'expliquais brièvement tout à l'heure, qui a vraiment nourri après tout le travail qui a été mené pendant une dizaine d'années. Ce point de départ-là de qu'est-ce qu'on veut faire à travers nos jeux, qu'est-ce qui fera qu'ils seront réussis, et la dimension responsable et l'héritage a vraiment été pensé en 2014-2015 aux prémices du projet. Merci Benjamin. Allez, on enchaîne. Question là, ensuite on change de côté et on revient là en bas. Ma question, elle est un peu plus terre à terre. C'est par exemple comment on gère les conflits quand on a un collectif ou une association qui vient vraiment manifester ou venir un peu menacer d'aller à l'encontre d'un événement et de son bon fonctionnement. Je pense notamment du coup à Tomorrowland où il y a des collectifs un petit peu écolos qui peuvent donner un peu, faire peur en tout cas à l'organisation. Et comment concrètement on gère ça, quoi, vu que nous on est étudiants et qu'on va sous peu arriver sur le terrain, quoi. Alors, je pourrais mieux répondre à cette question dans, dans 2 mois. Pour l'instant, dans comment ça a été géré, clairement, il y a ce collectif, il existe, il y a des plaintes, mais quand ils font des manifestations, que ce soit à la préfecture ou sur le terrain, c'est 20, 50 personnes. Et pour l'instant, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'écho autour de ça. Et comme je le disais dans ma présentation, dans la destination, sur la station, à 95, je n'ai pas le score, mais quasiment tout le monde est favorable à cet événement. Alors c'est discutable, on a parlé de l'impact que ça a, mais comme je l'ai dit aussi, la règle étant le business, et c'est un événement qui marche bien et qui fonctionne bien, qui a permis d'internationaliser la clientèle, d'exister. En clair, le cahier des charges qui a été donné aux gens, et j'étais pas là, donc c'est pas à moi que le mérite revient du tout, mais c'est de dire on veut un événement sur l'hiver qui correspond à la notoriété du Tour de France sur l'été pour l'Alpe d'Huez.
Donc ils ont été chercher un événement et ça, voilà, le retour, c'est Tomorrowland, et ça a été re-signé jusqu'en 2030. Donc j'imagine que quand ils l'ont signé, encore une fois, j'étais pas là, c'est que tout le monde était conscient et que ça matchait bien et que dans la station, c'est accepté. Alors certes, il y a un collectif, mais c'est essentiellement des gens extérieurs. Et c'est vrai que dans la station, le soutien, il est fait avant même que ce soit les institutionnels, la mairie ou autres, qui viennent défendre le projet. C'est les habitants et les commerçants et la population qui défend l'événement parce qu'ils y trouvent un intérêt. Et Benjamin, très rapidement, mais vous avez été confronté à des problématiques de collectif comme ça sur Paris 2024. Est-ce qu'on peut monter un peu le son à la régie du micro, s'il vous plaît, là? Parce que ça tousse, en fait, et des fois, on entend pleu. Et ça crée des interférences. Il y a des interférences de tout. On en a eu quelques-uns, oui, mais je pense que c'est normal. Avec ce qui vient d'être dit, le fait qu'il y a aussi une survisibilité de ces collectifs-là. Nous, c'est pareil, à l'échelle, on a eu régulièrement des manifestations devant le siège. C'était au plus quelques dizaines de personnes. Mais par contre, notamment dans les 6-8 mois qui précèdent, où les médias sont parfois à la recherche d'histoires en lien avec les jeux, il y a beaucoup de bruit qui peut être fait autour de ça. Nous, la démarche qu'on a essayé d'avoir au maximum, après c'est plus ou moins facile selon les oppositions qu'on rencontre, mais c'est justement d'aller à la rencontre de ces groupes-là, parce que à l'échelle des jeux, il y a aussi quand même beaucoup d'idées reçues, parfois de désinformation, et c'est arrivé un certain nombre de fois que le fait de se rencontrer, d'expliquer notre démarche, on a eu un cas par exemple à Aubervilliers où il y a eu une opposition qui s'est cristallisée parce qu'il y avait un projet de piscine qui déplaçait des jardins ouvriers historiques. Et en fait, c'était plutôt le projet de la collectivité. Et ça n'avait rien à voir avec les jeux et le besoin pour nous d'avoir une piscine. Mais dans le contexte, ça avait été présenté comme la future piscine olympique. Et donc, le fait de rencontrer les acteurs, d'expliquer, souvent, ça permet de déminer. Après, évidemment, il y a des positions qui sont parfois irréconciliables, mais je pense que cette recherche-là d'explication, de pédagogie et parfois de solutions conjointes a quand même permis de limiter pas mal les oppositions structurées. Merci. Pierre, une question. Oui, moi, ma question, alors c'était un petit peu en réponse, pas en réponse, un petit peu en réaction par rapport à ce que disait Nicolas et par rapport au Qatar. Moi, par exemple, j'ai rien contre le Qatar. Le Qatar a sa stratégie géopolitique et ça me semble tout à fait intéressant et cohérent. Je suis plus, par contre, beaucoup plus critique et interrogatif par rapport à la politique des grandes structures internationales, CIO, FIFA, etc., qui sont dans une logique de maximisation des ressources financières et qui vont aller au mieux-disant. Je veux dire, quand on attribue le championnat du monde d'athlétisme au Qatar et est obligé de courir dans des stades réfrigérés et de courir la nuit pour le marathon, on sait bien que ça n'a pas de sens, mais c'est juste parce que le chèque mis au départ par le Qatar sur la Fédération internationale d'athlètes, il est très important et permet ensuite à se développer. La politique de la FIFA pour l'organisation du prochain championnat du monde, elle a pas de sens. On qualifie un pays sur 4 dans le monde maintenant, qu'il faut la phase finale. On va sur 3 continents, on balade les équipes de partout. Ça n'a aucun sens. Tout ça parce qu'il y a un gros chèque à l'arrivée et qu'avec l'argent généré par cette Coupe du Monde de foot, la FIFA va mettre en place sa politique. Donc, moi, je ne suis pas tellement critique, même pas du tout, par l'organisation des JO de Paris 2024, que je trouve plutôt intéressant, ou Montréal, etc. C'est plutôt la stratégie des fédérations internationales qui, par rapport à ces GESI, pose pour moi un vrai gros problème, où la logique, elle n'est pas du tout environnementale. Après, ils peuvent se cacher derrière des arguments, mais elle n'est pas du tout. Elle est juste financière, purement financière, et je vais là où je peux gagner le plus de pognon, quitte à ce que ce soit au cœur du désert, avec les Jeux Olympiques, les Jeux en Arabie Saoudite en 2029, ça n'a pas de sens. Ok. Alors, on aura juste... Qui veut répondre chez vous? Jo, tu pourras répondre aussi, toi, sur... donner si tu as entendu. Mais si tu as pu entendre, Oui. ou les gars, sinon, vous pouvez lui écrire. Mais avant, on va répondre. Nous, comme ça. Mais Jo, sur l'UCI, sur toi, ton rapport à l'UCI et comment l'UCI utilise les territoires et leur logique économique. Mais juste après, Jo, tu as le temps de réfléchir. Là.
Alors, ah bah du coup, c'est Benjamin qui répond. Sur, je ne peux pas parler pour toutes les fédérations internationales, mais je vais parler de ce que je connais avec le CIO. Je pense que ce que vous dites était très vrai, que, en tout cas au niveau du Comité international olympique, ça l'est moins maintenant, parce que ce sujet de l'acceptabilité sociale, il a aussi atteint un niveau qui fait que ce qui était acceptable il y a 20 ou 30 ans ne l'est plus. Et même d'un point de vue de la rationalité économique, s'il y a un désengagement, un désintérêt de la part des téléspectateurs parce que l'événement devient complètement irresponsable, ce qui s'est encore jamais prouvé, parce que la Coupe du Monde de Qatar est un bon contre-exemple où les audiences télé ont été très bonnes, malgré le fait que d'un point de vue d'acceptabilité sociale, c'était pas génial, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même eu des évolutions qui ont été faites. Et ce que je disais tout à l'heure sur le cahier des charges des Jeux, il a vraiment beaucoup changé en 2012, où ils ont eu plusieurs éditions successives, notamment les Jeux d'hiver de Pékin en 2022, où ils se sont retrouvés avec Pékin et Almaty en finalistes. Pour 2020, il y a beaucoup de villes qui avaient retiré leur candidature en cours de route. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion de dire, OK, le modèle devient pas tenable à long terme, on a besoin de repenser la manière de faire, de donner la possibilité de plus s'appuyer sur l'existant, d'avoir un partage des revenus qui soit pas le même non plus. Donc c'est probablement pas assez rapide et dans des proportions pas encore assez importantes, mais certains acteurs sportifs ont quand même déjà pris ce chemin-là. Non, mais Vas-y, reprends. Oui, tout à fait. Après, la complexité des jeux, c'est qu'il y a un décalage de 7 à 8 ans entre le moment où les jeux sont attribués et le moment où ils sont organisés. Et ce que je disais, c'est que je pense que c'est suite à cette attribution-là des Jeux d'hiver de 2022, qui a eu lieu du coup en 2013 ou 2014, que le CIO a vraiment retravaillé son modèle. Parce que il y a eu à ce moment-là beaucoup de retraits de villes. Et du coup, effectivement, l'édition des Jeux de 2022, quand elle est arrivée, elle était presque anachronique par rapport au contexte dans lequel on vivait à ce moment-là. Mais c'est aussi lié à ce décalage temporel. Ok. Jo, on n'a plus d'écran. Ah, il nous entend? Il peut nous. On l'a plus à l'écran. Pourquoi on l'a plus à l'écran? Joseph, vas-y, si tu veux nous parler, tu peux quand même. Par rapport à l'UCI, Oui, la stratégie UCI. j'ai entendu la question, elle est assez géopolitique. Je vais la recentrer, nous, sur la relation avec l'UCI. En fait, la relation avec l'UCI, nous, elle est super bonne. Les championnats du monde qui arrivent en 2026 à Montréal, c'est un aboutissement de 15 ans de relation, d'avoir démontré qu'on était en mesure de tenir des épreuves World Tour depuis 2010 qui sont récurrentes. On est les seuls en Amérique du Nord. Il y a eu des essais aux États-Unis, il y a eu différentes épreuves qui ne sont pas restées. Ben voilà, on a 14 ans aujourd'hui. Nous, on peut justifier de 14 ans d'épreuves qui font partie du World Tour. Et le cyclisme, c'est européen. Donc là, il y a une réelle volonté de l'UCI de mondialiser le cyclisme et notamment le circuit World Tour. Donc, d'organiser ces championnats du monde, de revenir en Amérique du Nord, ça va être la 3e fois au Canada et la première fois que ce sera la même ville qui organise une deuxième édition dans la même ville, en dehors de villes européennes dans lesquelles il y a déjà eu les championnats du monde. Donc, nous, la relation avec le CIL est très bonne. Au niveau des droits, c'est pas une mise aux enchères, c'est une discussion sur du long terme. La planification des championnats du monde de cyclisme sur route, elle est sur 8 ans, je crois. Donc aujourd'hui, il y a une réelle discussion entre les pays, les régions, ou voire les organisateurs, ou les fédérations nationales qui veulent ou qui postulent pour organiser cet événement-là. Et il y a une discussion qui se fait sur plusieurs années. Je sais que pour 2026, on a eu des discussions. Il y avait Copenhague qui voulait aussi, qui postulait pour cette date-là. Et en fait, ça a été vraiment une discussion et pas une mise aux enchères pour dire qui va le recevoir. Et les droits d'organisation sont les mêmes pour Montréal,
que pour Kigali cette année, puisque ce sera la première fois que les championnats du monde seront en Afrique, à Kigali. Donc oui, il y a probablement un peu de politique de la fédération internationale, mais il y a une logique, en tout cas pour le cyclisme, il y a une logique financière et une logique aussi de développement mondial du cyclisme. Ok, merci Jo. Du coup, moi je le voyais quand même sur l'écran de retour. Peut-être que, je sais pas, à Annecy, enfin non, à Annecy en Haute-Savoie en 2027, je sais pas s'ils vont payer le même prix que à Montréal. Ça, tu nous diras, Florian, plus tard. On avait encore. Est-ce que Nicolas, tu voulais rebondir là-dessus? On avait, allez, une question là en bas. Ouh là là, une autre, une autre. Alors j'élargis un peu parce qu'on partage pour le futur et je me fais une réflexion au regard des interventions d'aujourd'hui. Est-ce que demain, enfin aujourd'hui, il ne faut pas parler d'acceptabilité du vivant au sens large, où on a une pensée systémique, où l'être humain intervient dans l'événement, mais aussi la nature. Enfin, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui élargir plus large que l'accessibilité sociale? Ah. Vous avez 2 heures. Alors, moi je peux pas répondre, j'anime. Non, alors, ben, je pense que, mais c'est pas mon rôle, moi c'est votre rôle de répondre. Mais si vous voulez pas, je fais. Moi je pense que c'est très intéressant. Et oui, et que globalement, il faut repenser le vivant et la manière de repenser le rapport au monde. Voilà, c'est un petit peu les philosophes et sociologues Arthur Rosa qui travaillent là-dessus, Descola aussi, voilà, sur une autre pensée au monde, mais qui impose aussi de changer de modèle de fonctionnement, quoi. Voilà. Mais il y a beaucoup de chercheurs et de philosophes qui travaillent là-dessus. Non, du coup, Sébastien. Non, mais c'était à peu près ça. Et j'allais dire qu'effectivement, l'événement, encore une fois, c'était juste un prisme grossissant, mais que c'est notre modèle qu'on doit revoir. Un combat qu'on mène dans les stations, on parle de la loi ZAN, etc. Voilà, là, on parle du vivant, de continuer à bétonner la montagne et autres. C'est des problématiques bien en amont, juste de l'événementiel. L'événementiel, c'est presque qu'une petite conséquence, et je mets des guillemets. Et c'est vraiment à ça qu'il faut faire attention. Allez, une autre question, on a encore. Question courte, réponse courte. Oui, mais pas c'est de bon, on souci. est dans le timing, on a encore 10 minutes, impeccable. Alors moi, je voulais revenir un peu sur l'actualité de ces derniers jours. Est-ce que vous pensez qu'après la réussite des JO et leur large acceptabilité sociale, il soit entendable que l'État souhaite réduire du coup les aides de 33% du budget et du coup que ça puisse impacter l'héritage des JO 2024 voilà. Non, il est branché. Il est branché. Ouais. J'étais hier à la Français pour les vœux à la fois du président du CNOSF, de la présidente du CNOSF et de la ministre. Je connais très bien. Non, on fait un peu de technique. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va mieux. Et effectivement, lorsque Madame la ministre a pris la parole, il y a un certain nombre de personnes qui ont même quitté la salle. Donc je peux vous dire que l'ensemble des parties prenantes du sport français sont extrêmement mobilisées. Vous avez vu dans l'équipe d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'athlètes qui ont signé un certain nombre de choses pour mettre en avant les choix qui ont été faits jusqu'alors. Fort de l'engouement autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avec aujourd'hui une ministre qui a œuvré sur la notion d'héritage de Paris 2024, je peux vous dire qu'on ne va pas en rester là et que l'ensemble du mouvement olympique et sportif français et paralympique œuvre, et dans les jours qui viennent, je ne serais pas étonné, on pourra en reparler, que de bonnes nouvelles arrivent. Ah, teasing. Il y avait une question là-haut. J'ai un micro. Et après, il y avait Chris et après là. Allez, on va essayer d'enchaîner, on va faire ces 3 dernières questions là. Je la fais en express. J'ai une question à propos des JO 2030.
comment faire très concrètement pour que ces JO ils soient acceptés par le plus grand nombre, alors que de nombreux scientifiques ont déjà critiqué la question. Et vous avez vous avez fait vos preuves pardon, avec Paris 2024. Ça a laissé un très bel héritage. Comment est-ce que là vous allez faire pour faire en sorte que ça se passe d'une aussi belle manière, en sachant que voilà, il y a tous ces enjeux-là autour de l'environnement. Merci. C'est pas une question facile pour le coup. Alors déjà sur la manière dont ça se passe, en fait, il y a un comité d'organisation qui est mis en place spécifiquement pour l'organisation d'une édition des Jeux. Donc il y a une nouvelle équipe qui va être constituée a priori dans les prochaines semaines sur le COJO 2030 et qui va être chargée de répondre à cette question. Ça va probablement être un sujet pas évident et je pense que ça va faire partie des questionnements majeurs auxquels ils vont devoir répondre. Ce qui est sûr, c'est que dans ce qu'on a vécu, nous, à Paris 2024, et c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, le fait d'associer le plus largement possible l'écosystème local, le grand public, les acteurs économiques, et d'essayer de définir ensemble ce que peut être des jeux réussis en 2030 dans le contexte qui sera celui de la montagne en 2030, c'est un enjeu qui est très fort. Et la question, mais je pense que c'est la question qu'ils se poseront dans les prochaines semaines, sera sûrement de se dire comment est-ce que ces jeux ne sont pas une nouvelle occurrence des jeux d'hiver, un peu à l'image de ce qui a été fait sur Paris 2024, mais comment est-ce que c'est aussi l'occasion de montrer quelle est la montagne en hiver en 2030, compte tenu des problématiques notamment d'enneigement. Et ça peut passer, on parlait de cyclisme, ça peut passer par plein de réflexions différentes. Il peut y avoir peut-être à un moment le choix d'intégrer du cyclocross parmi les épreuves, en considérant que dans les stations où il y a encore de la neige parce qu'elles sont en haute altitude, ça a un sens de continuer à faire du ski. Dans les stations de moyenne ou basse altitude, c'est aussi une opportunité de développer de nouvelles activités et de montrer tout ce que les stations sont capables de mettre en place en hiver. Pour compléter ce qui vient d'être dit, je souscris d'ailleurs complètement. Ça serait une erreur de ne pas tirer profit de l'engouement extraordinaire suite à Paris 2024. Il y a d'ores et déjà des équipes qui œuvrent pour la construction des Alpes 2030. D'ailleurs, on parle des Alpes 2030, on ne parle pas d'une ville, on parle des Alpes. Donc ça, c'est déjà plutôt singulier comme, en termes de marque, en termes de branding. Et en même temps, chaque COJO doit se distinguer. Donc on va tirer profit de ce qui a été bien fait. La semaine olympique et paralympique, par exemple, qui constitue l'un des héritages qui ont encore été mis en évidence hier à la Maison du Sport français, perdure. Je ne sais pas dans quelle mesure elle est organisée d'ailleurs ici à l'université de Grenoble pour faire bouger tout le monde, de la maternelle à l'université. C'est quelque chose qu'on va conserver, c'est quelque chose qui est déjà dans les tuyaux pour les semaines qui viennent. Et puis, un COJO, il doit forcément se distinguer des autres. Paris 2024 s'est distingué à travers la mise en place, l'idée de pouvoir proposer des épreuves différentes. Alors le karatéka que je suis était extrêmement déçu de ne pas avoir le karaté au jeu, mais voilà, le vice-président de l'Académie olympique que je suis et le marketeur du sport a bien compris aussi la stratégie en termes de distinction de Paris 2024, de proposer typiquement le breakdance, parce que ça permet de proposer quelque chose de différent par rapport aux autres COJO. Donc le breakdance à Alpes 2030, c'est ça? Non, okay. Mais on va certainement avoir des épreuves qu'on n'a pas eues jusqu'alors pour les autres éditions des Jeux d'hiver, dans une perspective aussi de différenciation, de proposer des choses nouvelles en adéquation, et je crois que c'est ça l'un des points très importants, c'est d'être congruent par rapport aux Alpes, par rapport à la région qui va porter l'organisation de la manifestation. On parle de congruence de marque en marketing. Il est essentiel qu'il y ait une vraie cohérence, congruence de marque entre l'ensemble de l'ADN du projet événementiel qui va être mis en place, l'ensemble des épreuves, jusqu'à la construction même du
du COJO, tout en tirant profit de ce qui a déjà été fait. Les marques, que ce soit d'ailleurs dans le secteur du sport ou non, sont toujours tiraillées entre tradition et innovation. On a une dimension tradition, on va conserver ce qui fonctionne bien, on va pour rassurer aussi les citoyens, les consommateurs d'un côté, et puis en même temps, on est obligé d'innover, de proposer des choses nouvelles pour toucher de nouvelles personnes et dans une perspective de fédérer les énergies, de proposer quelque chose de performant. Ok, merci Nicolas. Alors, tu avais une question pour Joseph ou Ouais. Vas-y, Chris, c'était pour Jo? Non, c'était pas pour Jo, c'était pour tout le monde. C'était particulièrement pour le conseiller du président du COJOP Paris 2024, mais pour tous. C'est assez, ça va être un zoom en réalité de ce qui a été questionné là, et surtout des réponses qui ont été apportées. Un peu plus tôt dans l'exposé, a été indiqué le terme de catalyseur des grands événements. Moi, je crois assez à ça. Je suis assez militant de ça, et ça a toutes ses limites aussi, je le sais. Mais je crois assez à la fonction de catalysation des événements, des grands événements. Alors, puisqu'on est là pour l'avenir, l'Alpin et l'Isérois qui sont quand même concernés par Alpes françaises 2030, quels seraient les éléments de catalyse ou quels sont les points de catalysation que vous avez identifiés et que vous sauriez suggérer pour une bonne conduite de projet, un bon récit, une bonne mise en œuvre finalement de ce qui doit être maintenant mis sur les rails du projet Alpes françaises 2030, parce qu'on voit bien cette défiance profonde sur le territoire montagne, le montagne bashing. On voit bien c'est pas la même assise populaire que des jeux d'été. On a vraiment là des points sur lesquels la catalyse doit être puissante, quoi. Allez, donc chacun, vous allez intervenir, vous avez 15 secondes, Jo, toi aussi, sur qu'est-ce qui est catalyseur, ok, d'un événement. Voilà, 15 secondes pour cibler le truc. C'est pas facile d'être en table ronde. Allez. Je me lance. C'est, je pense, une question qui va mettre du temps à être tranchée. Nous, sur Paris 2024, on a fait tout un travail sur la vision qui nous a pris plusieurs mois. Mais pour répondre à votre question, moi, je dirais deux choses. Je pense qu'il faut trouver, et c'est le sens de la congruence, un ADN commun pour ces Alpes 2030 et que ce ne soit pas l'agglomération de petits projets isolés. Il faut qu'il y ait une vision commune, un sens commun qui, de la manière dont ça a été construit pour l'instant, est peut-être moins présent. Et je pense que le deuxième enjeu, c'est forcément de réfléchir et que ce soit l'occasion d'être un catalyseur et un démonstrateur de ce que sera la montagne de demain en 2030. Merci. Non, très vite, les montagnes et les stations, et particulièrement plus elles sont basses, elles sont confrontées à un enjeu d'évolution. Et je ne veux pas parler de transition ou quoi que ce soit, mais d'évolution. Ça fait 70 ans que ça évolue. Les Jeux 2030 doivent servir à ça. Ça doit être un accélérateur pour cette évolution. Et ça, je pense que ça pourrait faire accepter un petit peu plus cette candidature, imposée ou pas, comment elle est perçue, à la fois dans les territoires montagnards, mais aussi à l'échelle nationale, parce qu'on parle quand même de 150 000 emplois et de 400 000 emplois indirects. Pour moi, la question est extrêmement pertinente. Ça va être tout l'enjeu de 2030. Qu'est-ce qu'on veut faire? Vers où on veut aller? C'est le plus difficile en termes de stratégie de marque. Après, toutes les actions vont venir alimenter ça, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Et là, ça passe par, techniquement, des échanges avec les citoyens pour, encore une fois, les impliquer au maximum. Ça renvoie à ce que j'ai évoqué en début de prise de parole tout à l'heure. Un maximum de personnes pour savoir qu'est-ce que toi, tu veux. Pour toi, c'est quoi Alpes 2030? Dans quelle mesure ça fait sens? Ça passe par des focus group, des entretiens semi-directifs avec toutes les parties prenantes. L'une des singularités, c'est qu'il y a deux régions. On a vu qu'ils ne sont pas toujours d'accord d'ailleurs. Mais ça aussi, on doit en faire plutôt une force. Comment est-ce qu'on va faire, fort de tout ça, pour trouver un cap, trouver une identité? Et lorsqu'on aura trouvé ça, toutes les actions qui vont être mises en place vont permettre de l'alimenter. Merci. Et en le mot de la fin, pour toi, Jo? Nous, le catalyseur, vraiment, pour 26, ça va être les communautés et cette interrelation entre les communautés pour montrer au monde entier l'accueil québécois, l'accueil montréalais, parce que nous sommes un peuple du Nord, mais un peuple très ouvert et vraiment axé sur le tourisme. Alors, c'est quelquefois contradictoire, puis on a eu de nombreuses discussions là-dessus, Nico, mais ça reste que les grands événements, c'est aussi pour donner une carte postale du pays, de la ville,
au monde entier, la carte postale, elle est faite pour avoir des retombées économiques et des retombées touristiques. Donc, c'est tout là le dilemme de mobiliser localement pour des retombées économiques internationales, mais dans un contexte, on le voit dans les questions, souvent est ramené vers l'enjeu éco-responsable ou oui, c'est ça, ou de tout ce qui est lié à la pollution. Merci Jo, merci tous les quatre.